qui je suis. En fait, je suis un aventurier, je suis un curieux, je suis quelqu'un qui aime voyager. Puis l'alpinisme est atterri dans ma vie un peu par hasard. Il y a souvent des chutes de roches. Puis ça, c'est comme s'en aller dans un champ de mine. Tu sais, t'avances, puis tu reçois une roche. C'est terminé. Que là. tu vas pas venir, c'est ça, c'est terminé. De faire Everest, c'est là, tu sais, un à la suite. Moi, je sais que je suis le 6e Canadien à l'avoir fait dans l'histoire. Quand j'ai fait la levée de fonds d'Opération Enfant Soleil dans le cadre de mon ascension de l'Everest, avec les donateurs, on avait réussi à amasser 150 000 Wow! l'année passée. Ça, c'est de quoi que je pense que je vais être fier toute ma vie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la saison 2 du podcast Là, on jase. On vient de passer une première saison complètement incroyable avec des invités tous plus impressionnants que les uns que les autres. Mais aujourd'hui, on commence la saison 2 avec quelqu'un de complètement extraordinaire. J'ai tellement hâte de rentrer dans la conversation. Écoute, j'en ai quasiment des frissons juste à dire ça. On reçoit un alpiniste, une personne qui excelle dans dépasser ses limites, à atteindre littéralement des nouveaux sommets. Bref, quelque chose de complètement incroyable. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Charles Page. Salut Nick, merci de me recevoir. Puis je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir fait la route. Ouais, t'habites dans quel coin, toi? J'habite à Drummondville. OK. Ah, c'est pas si pire quand même, là, mais... Non, ça se fait bien de venir sur la Rive-Sud de Montréal. That's it. Ben, on est super content de t'avoir. Puis, moi, j'ai vu, écoute, t'as fait quand même une couple de podcasts, on s'entend à quelques ouais, j'en ai fait quelques-uns à l'automne dernier avec la gang du show, avec... Prends un break, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que j'ai aimé cette formule-là. Donc, quand tu m'as écrit, j'ai accepté ton invitation avec grand plaisir. Débile. Tu m'as fait... parce que, évidemment, avant chaque enregistrement, je fais une étude, pas une étude, mais je m'informe sur les invités qu'on va avoir. Puis j'ai passé à peu près une semaine à écouter des documentaires, puis des gens qui ont monté l'Everest, puis j'ai écouté là, j'ai un blanc de mémoire, là. Kaizen, je l'ai écouté au complet, religieusement. Ouais. C'est complètement débile. C'est complètement débile ce que tu fais pour vrai. Ouais, les montagnes, c'est sûr que ça a de quoi d'inspirant. Ça a tout le temps fasciné un peu l'humain. Ouais. Donc, c'est sûr que le fait de gravir ces montagnes-là d'envergure, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des montagnes aussi hautes que ça. Ouais. Puis, on n'est pas beaucoup ici au Québec à faire ce type d'ascension-là. Donc, c'est sûr que ça sort de l'ordinaire. C'est complètement incroyable. Mais là, je m'avance un peu, là, mais peux-tu dire aux gens qui nous écoutent qui tu es? Qu'est-ce que tu fais quoi comme travail au quotidien? C'est quoi ton quotidien? Là, actuellement, j'ai pris la décision de m'offrir une espèce d'année sabbatique pour me consacrer à mes aventures à temps plein. Fait que c'est sûr que quand je suis ici au Québec, je m'entraîne beaucoup. Je participe à des courses, ainsi de suite, pour préparer la prochaine expédition. Donc, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Puis, qui je suis, en fait, je suis un aventurier, je suis un curieux, je suis quelqu'un qui aime voyager. Puis, l'alpinisme est atterri dans ma vie un peu par hasard. Puis, je trouve que c'est une belle façon d'explorer le monde. Ça me fait aller dans plein d'endroits dans le monde que je serais probablement jamais allé si j'avais pas fait de la montagne. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. Puis, après ça, en faisant toujours une plus grosse que l'autre, là, c'est comme ça que je suis arrivé sur les plus hauts sommets. Puis, c'est devenu une passion. La très haute altitude est devenue une passion. J'aime les qualités, puis qu'est-ce que ça me fait vivre intérieurement. Qu'est-ce que ça fait vivre intérieurement? C'est quoi ton sentiment quand tu gravites les plus grosses montagnes? C'est sûr que là, il y a plusieurs sentiments, mais une chose est sûre, c'est que tu n'as pas le choix d'être connecté à l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Ensuite de ça, tu n'as pas le choix de faire confiance aux gens avec qui tu es, aux partenaires. Tu pas tout seul, là, toi, là. Non, c'est ça. Équipe, souvent, on pense que l'alpinisme, c'est un sport individuel, mais c'est tout le contraire. Le type d'expédition
auquel je participe, c'est un sport d'équipe, en fait. C'est soit on réussit tous ensemble, soit on échoue puis on revient de bord. Donc, c'est un peu ça que ça me fait vivre, être dans la montagne, connecté à l'instant présent, puis aussi beaucoup de dépassements de soi, qui refont ressortir ton caractère, tout simplement. Puis, t'as pas le choix de te donner le meilleur de toi-même, du moins essayer de le donner. C'est clair, parce que sinon, je pense que tu te rends pas au sommet. Tu sais, je veux dire, il faut que... Ouais, ben tu sais, le sommet, de se rendre au sommet, là, ça prend aussi de la chance dans tout ça. Là, pour faire le sommet, ben le plus grand facteur qu'on contrôle pas, c'est la météo. Puis, souvent, quand on va partir pour le sommet, c'est ce qu'on appelle un summit push. Ça va prendre quelques jours sur les hautes montagnes. Okay. Donc, il faut que la météo tienne selon les prévisions météo qu'on avait. Là, parce que s'il vente trop, il y a trop de neige, c'est trop dangereux de monter? Ou? En fait, le vent, c'est le principal facteur. C'est sûr que s'il y a des vents, exemple, en haut de 50 km/h, à cette altitude-là, ça devient quand même très critique. Là, Donc, il faut vraiment surveiller les vents. Après ça, tu as le froid. Quand tu es en haute altitude, le sang, il circule pas de la même façon dans ton corps. Puis, je pense que pour prévenir les engelures, il faut respecter la météo, puis éviter de se retrouver dans des tempêtes, ainsi de suite. Là. Est-ce que c'est déjà dur de monter en haut dans une belle température? Oui, c'est ça. On rajoute le vent, puis tout. Exact. Y a-t-il une décompression à faire en descendant, vu que tu dis que ton sang... Non, c'est pas comme la plongée. Il n'y a pas de... Quand on part du sommet, on peut redescendre autant qu'on peut. Par contre, on est fatigué. Donc, il y a cet élément-là à considérer. Quand on est fatigué, on est moins attentif, on est moins alerte à l'affût du danger. Donc, c'est souvent à la descente que les accidents arrivent. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable puis parfois prendre une pause à un camp lors de la descente puis terminer la descente. Mais les camps, comme je regardais bientôt les vidéos de l'Everest, puis on va en parler de l'Everest bientôt, puis d'autres montagnes que tu as faites, mais les tentes sont... Tu n'as pas une plateforme plate. C'est sûr. Comment ces camps-là? Ben, tu sais, tu t'habitues un petit peu à l'inconfort de se retrouver dans ces situations-là. C'est sûr que je m'attends pas à dormir sur une surface parfaitement plane quand je dors. Non, c'est ça. Donc, l'important, je pense, c'est toujours dormir avec la tête plus haut que les pieds. Donc, ça, je pense, c'est à peu près le seul élément que moi, je regarde. Je sais que je vais dormir croche, mais je mets ma tête plus haut que mes pieds, donc c'est... Dans l'armée des autres, parce qu'on dormait beaucoup dans des tentes. Hein? J'ai fait 14 ans de force, fait qu'il y a des tentes dans la boîte. On montait la tente à 2-3 heures du matin, tout croche. Puis on se disait toujours qu'il fallait, surtout quand il faisait froid, se déshabiller, quitte à être quasiment tout nu dans ton sleeping bag pour pas suer dans ton slip et te réveiller et avoir encore plus froid. Tu es un peu comme ça dans la montagne ou tu restes tout habillé? Puis comment ça marche? Ben, quand on est très haut, on reste tout habillé. On rentre dans le sleeping tout habillé. On enlève nos bottes, puis c'est à peu près tout. Là. Okay. Parfois, on va changer nos bas. Mais, ouais. Puis ton équipement pour monter, je veux dire, ça doit être top of the line. Là. Tu dois avoir le best équipement. Ben, c'est comme dans bien des choses dans la vie, tu sais. Je focus sur ce que je peux contrôler. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. L'équipement, c'est une des choses qu'on contrôle. Donc, c'est sûr que pour favoriser mon ascension, j'essaie d'avoir le meilleur équipement possible. Ouais. Donc, c'est aussi banal que de dire mes combines, ben je vais opter pour des combines en mérino et non pas, je n'utiliserai pas de coton. Donc, parfois, ça peut être des investissements qui paraissent chers. Des combines en laine de mérino, c'est assez dispendieux, mais quand tu es là-bas, tu l'apprécies, puis ça fait la différence. Puis, je veux dire, on parle de combines qui coûtent cher, des manteaux qui coûtent... Mais je veux dire, tout ça, c'est financé comment? C'est toi même qui le finance? Parce que ça doit coûter une beurrée. Oui, jusqu'à présent, je dirais que j'ai financé toutes mes aventures moi-même. C'est des grands choix de vie. C'est sûr que
il y a beaucoup de sous derrière tout ça. Ouais. Je comprends que c'est une grande barrière à l'entrée pour faire ce type d'activité-là. Ça coûte excessivement cher. Mettons pour s'équiper, là, comme là, on va en parler tantôt, mais tu vas monter tu vas faire une ascension bientôt. Quelqu'un comme moi qui voudrait recommencer du début, combien ça coûte pour équipement, puis la montée en soi, les Sherpas s'il y en a, puis la redescente, les hôtels, tout. Combien ça peut coûter un voyage comme ça? Ça varie de chaque montagne n'est pas pareil. Exemple que tu vas aller faire le Kilimanjaro, ça va te coûter à peu près, je sais pas, 1 500 $ d'équipement. Puis cette aventure-là va te coûter environ 4 000 $ canadiens. OK, tout inclus, là. Ben, rajoute le billet d'avion, là, mais le forfait pour la montagne, c'est à peu près 4 000 $ canadiens. OK. De faire partie d'un groupe. Après ça, ben là, quand tu changes de montagne, dépendamment du coût des permis, et ainsi de suite. Il y a des permis? Oui, ben les permis, les parcs nationaux, les gouvernements, dépendamment du pays où tu vas, ils vont exiger des permis. Là, dépendamment du prix, ça peut faire varier. Donc, on s'en tire toujours à peu près dans ces eaux-là pour la haute montagne. Puis après ça, ben, quand on arrive dans la très haute altitude, les montagnes de 8000 mètres, là, une expédition va coûter environ 25-30 000 $ par montagne. Wow. Puis l'équipement figure environ, je dirais, 10-12 000 $ d'équipement. Donc, c'est assez dispendieux. Puis après ça, ben, tu as des montagnes qui sont plus chères que d'autres à cause de la popularité. Exemple, l'Everest, le permis, juste le permis pour pouvoir tenter de monter la montagne, c'est 15 000 $. C'est beau. Donc, tu sais, là, t'es pas sûr d'arriver au top, là. Toutes les montées sont en dollars US. Il y a ça aussi qui fait en sorte que pour nous, Canadiens, ça vient qu'à être dispendieux. Ah oui? Ouais. Aïe, aïe. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme 100 000 et plus monter l'Everest. Oui, bien, au total, c'est environ ça. Là, c'est environ, ça va varier d'une agence à l'autre, là, mais c'est à peu près entre 80 et 100 000 $ monter l'Everest. Incroyable. Ouais. Mais le retour sur l'investissement, il est priceless. Là, ben, en réalité, si tu réussis, c'est sûr que tu te dis que tu as fait une bonne affaire. Aïe, aïe. Mais en même temps, c'est un peu ça le risque, parce que c'est un grand risque financier. Tu dis, je paye pour aller faire une expédition aussi dispendieuse que ça, puis tu n'as aucune garantie que tu vas réussir. Donc, c'est un grand risque à chaque expédition. À chaque fois, c'est sûr que de ne pas réussir, ça fait mal au cœur, mais tu finis tout le temps par relativiser puis dire, au moins, je suis revenu parce que... Mais autre que, mettons, la météo, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu réussis pas ton ascension? Ben écoute, tu peux faire une crise de cœur, tu peux faire un mal aigu des montagnes, tu peux chuter, tu peux être victime pris dans une avalanche, les séracs, tu peux avoir une simple grippe, tu peux... tu vas avoir le flux? Faire... ben oui, exact. Comme ton vidéo, qui a eu combien de vues, cette vidéo-là? Je sais pas, il y en a eu plusieurs, c'est ça l'histoire. J'ai ri, je l'ai écouté 3-4 fois. Là. Mais oui, le fait d'avoir une diarrhée, tu peux te déshydrater, ça peut complètement anéantir tes chances de succès, de réussite. Fait qu'il y a des dizaines de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'ils ont réussi ou pas. Fait qu'il y a une grande chance. Puis c'est pour ça que j'accueille chaque réussite avec beaucoup d'humilité parce que au final, dans tout ça, je me considère quand même chanceux. Mais t'as dit de quoi de vraiment extraordinaire tantôt? T'as dit, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Ça, t'as dit? Oui, bien en fait, c'est dans la vie, en général, pas juste sur les montagnes, mais je pense que c'est important de mettre le focus sur ce qu'on peut contrôler. Exactement. Puis de le faire à la perfection. Mettons, ton entraînement, tu contrôles ça, puis de le faire au maximum. Ben oui, c'est ça. Tu sais, dans l'entraînement, moi, il y a 2 mots que j'aime beaucoup. C'est discipline puis constance. Ouais. C'est les deux mots, c'est les 2 qualités qui font en sorte que je réussis mon entraînement. Ouais. Il y a des journées là, que ça ne me tente pas du tout de m'entraîner. C'est évident. Mais je le sais qu'en y allant, c'est ces journées-là qui sont
sont payantes, qui vont construire un petit peu ma force mentale, ma résilience de le faire quand même. Puis le fait d'avoir un objectif, ben quand la motivation disparaît, ben au moins il me reste la discipline, la constance pour réussir. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour ceux qui nous écoutent, là je m'adresse à la caméra, pour ceux qui nous écoutent, qui nous demandent pourquoi on jase a demandé à un alpiniste extrême de venir, c'est parce que faites la connexion avec sa vie d'alpiniste, qu'est-ce qu'il parle des montagnes, qu'est-ce que ça prend pour monter, puis votre vie à vous, votre vie d'entrepreneur, votre vie d'employé, peu importe, il y a des corrélations à faire avec ta vie, puis ce que ça prend pour monter une montagne, qui est applicable dans la vie au quotidien, puis c'est ça les petites golden nuggets là, qu'on essaie d'aller chercher ici. Ça te dérange pas, Charles? On va passer au prochain segment, puis j'ai 1 million de questions pour toi, là, fais-toi-en pas avec ça, mais on va passer au segment avec notre chum David, le sommelier de l'émission, qu'on va parler dans quelques minutes comment que vous êtes rencontrés. Mais là, étant donné que tu te prépares pour ta prochaine ascension, on n'a pas de vin, on boira pas de vin parce que je veux que tu réussisses la montagne, mais il nous a fait un petit drink, là, un petit cocktail, et puis la dégustation est présentée par Darts Media. Il a fallu que je le regarde. Darts Media, qui est une compagnie à David là, qui commandite le segment pour des dards et pour mettre des publicités, dans le fond, sur des machines à dards. Fait que, on l'accueille? Yes! Monsieur Léon! Salut les boys! Content de te revoir, mon ami. Maintenant, je peux dire ça comme ça. Ben oui, on peut dire ça comme ça, certainement. Merci d'être là à chaque épisode. Comment vous êtes rencontrés? C'était quoi? Ravi d'être déjà à la deuxième épisode, d'être encore présent. Ça veut dire que le segment et ton podcast fonctionne. Et je te félicite, Nick, parce qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas, entre guillemets, derrière tout ça. Et tu as une force de la nature, toi aussi. Donc, je voulais te féliciter pour cette deuxième saison, de continuer, persévérer. Et puis, c'est toi qu'il faudrait découvrir une fois ici. Parce que tu es un être extraordinaire, mais personne ne le sent ou le sait. Et un jour, on fera de quoi avec ça. Mais parenthèse fermée, j'ai fait un petit cocktail santé, parce que maintenant que je savais qui était l'invité du podcast, j'ai pas de sucre et pas d'alcool dans ce cocktail-là. Et je vais vous faire découvrir ça. Je l'ai travaillé tantôt. Je vais vous laisser deviner tranquillement ce qu'il y a dedans, puis après, je vous dirai pour le public si ça intéresse certaines personnes. C'est vraiment des petits drinks, qu'on appelle ça mocktail maintenant dans les bars. C'est assez fancy. C'est une bonne chose aussi qu'il n'y ait pas de vin, tu sais, parce qu'habituellement, il est 10 heures du matin, on commence avec le vin, ça commence rough, là. Je vais en garder un peu pour le staff, pour leur faire goûter aussi. Voilà. Donc, je vous laisse savourer ça. Je sais que c'est le matin, là, mais santé, voilà, c'est exactement la chose. Félicitations. Santé. Bonne continuation pour tes exploits. Ça fait plaisir. Donc là, on est, vous pouvez voir direct. Dans l'amaretto. Ouais, exactement. Il est fort, exactement. Les pêches. Exact, oui, tout à fait. Donc c'est un petit amaretto sour avec de la pêche. Comment on l'a travaillé? Très simple. Maintenant, à la SAQ, ils vendent beaucoup de produits sans alcool. Donc, on a été chercher un amaretto sans alcool. On a été au dépanneur chercher des bonbons à la pêche, la surette un petit peu, qu'on a laissé tremper dans l'eau toute la nuit pour aller... et puis derrière, zeste de citron, pas mal de zeste de citron. On check tout ça, on ressort ça, puis on a quelque chose d'un peu sour, sucré, mais qui est santé, parce que le seul sucre qu'il y a, ça va être le sucre du bonbon. Donc, dans une petite quantité comme ça, là, puis c'est sur quelque chose qui a été dilué dans l'eau. Voilà, vous pouvez savourer ça, apprécier. Et puis, bonne dégustation. C'était juste le petit segment de... Merci, mon ami. Voilà, ça fait plaisir. Je suis content de te revoir. Merci, moi, également. C'est drôle parce qu'il parlait de votre course que vous avez faite en fin de semaine. Hein, puis il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, parce que t'es tellement humble. David, il savait pas. Hein, tu as posé la question, qu'est-ce qu'il faisait, puis Charles était comme, je cours une fois de temps en temps. En fait, l'histoire, elle est folle parce que moi, je vais courir pour un ami, une connaissance de l'immobilier que je côtoie régulièrement. Fait qu'en gros, on peut en parler. Hein? Jérémy qui a fait 300 km. Ouais, un peu plus de 300 km. Il a fait la traversée hivernale Montréal-Québec à la suite, là, non-stop. Sans dormir. C'est un accomplissement incroyable qui n'avait jamais été fait en hiver au Québec. Fait que Jérémy Savoie c'est ça, Jérémy qui a fait ça. Puis on est deux amis
commun à Jérémy, puis on s'est retrouvés. C'est ça. Moi, je le connaissais pas, vraiment pas. Je savais pas à qui j'avais affaire, mais on a passé la nuit quand même. On a passé plus de 11 heures exactement. Moi, c'est ce que j'ai tenu. C'était la nuit complète à courir, à se relayer, à se battre avec même Jérémy. Il se battait avec lui-même. Enfin, c'était fou là. Moi, ce que j'ai vu, puis les choses, tu peux pas faut les vivre pour les retranscrire. Mais quand il a eu mal au genou, là, je pensais qu'il allait l'abandonner. Il lui a conseillé de marcher en marche arrière. C'est-à-dire que il est 3-4 heures du matin. Le gars, il fait 300 km, mais là, il est obligé, à la perse, je ne sais même pas c'est quoi, il n'y a pas de mots, là, c'est pas de persévérance, c'est pas de courage, c'est plus que ça, il marche en arrière, tellement il a mal au genou, il est au 220e, mais il en reste 80 km. Ouais. Puis là, il a tellement mal, mais il marche en marche arrière. Ouais. Tu veux changer le mal de place, en réalité. C'est normal d'avoir mal un peu partout quand tu fais ce type de défi-là, mais c'est ça, Dave et moi, on a commencé à courir pour la deuxième nuit à Jérémy. Il était parti le vendredi soir, puis je savais que dans son défi, la deuxième nuit, elle serait quand même difficile moralement. Fait qu'on s'est dit, on va aller courir avec lui. Puis il a fait quand même froid, là, autour de moins 25, en longeant le fleuve. Donc, on en a eu pour notre argent. Moi, j'étais... mais j'en ai eu beaucoup plus que pour mon argent, en fait. Je ne te cache pas. Moi, j'y allais pour lui parce que je l'avais appris que la deuxième nuit était la plus difficile, pareillement. Et puis, j'avais le regret de ne pas être présent au vendredi soir au démarrage parce que je voulais être présent là au moins pour l'encourager au début. Puis ça n'a pas pu se faire. Au final, le samedi, dans ma tête, ça cogite. Je préviens ma famille à peine. Je m'arrête au dépanneur pour dire je prends des trucs vite fait. Et puis samedi soir, il est à la maison. Il passe avec ses amis. J'ai des amis, on boit du vin rouge. Il y a une table. Enfin, tu sais, c'est festif. Puis à 10h, je dis par contre, allez-y. Parce que moi, je vais aller courir dehors. Parce que moi, faut que j'aille courir et encourager Jérémy. Puis là, c'était comme tu vas pas le faire. Puis je vais donner ce que j'ai à donner. Tu sais, j'avais pas Et la folie, c'est que vous m'avez encouragé, vous continuez. T'étais une machine, il était une machine. Tu peux pas abandonner des gens qui t'inspirent ou qui t'élèvent plus haut que toi. Tu sais, moi, j'avais des douleurs comme impensables dans ma tête. Et puis je me dis, aujourd'hui, tu peux pas. Bon, je me suis battu contre mon cerveau pour dire, mon genou, tu reviens là, même si t'es pas là, tu mets un pas pour un pas. Si j'en fais 3, ça fera 3 de plus. Puis je priais presque dans ma tête. Enfin, j'étais parti très loin avec à me battre pour moi-même. Mais grâce à ça. Tu t'es surpassé. Puis Jérémy t'a inspiré à te surpasser. Puis là-dessus, je pense que c'est un peu ce qu'on recherche dans la vie, de s'entourer de gens qui nous inspirent. Tellement. Tu sais, au final, la réussite que tu as faite, ça a été à cause que tu t'es entouré de gens inspirants. Complètement. Puis je pense qu'on a de quoi à retenir de l'expérience qu'on a vécue ensemble, autant... Ah, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis la beauté, le tout. Il y a d'autres choses, en fait, il faut le vivre. Puis moi, tu m'avais dit, tu vois, tu as la piqûre, tu sais. Puis c'est sûr, j'ai déjà envie de recourir, de redéfoncer, puis de retrouver. C'est vraiment une adrénaline, une drogue que c'est vraiment derrière le cerveau. Là, c'est plus loin, c'est plus fort, plus loin. Tu sais, tu peux pas, tant que tu le vis pas, tu peux pas le ressentir, en fait. Mais si tu veux, Charles, je sais que tu te prépares pour ta prochaine ascension. Fin avril, on fait le défi à David Goggins. Ah ouais? Moi, ça fait 4 ans de suite que je le fais. Bon, c'est pas 300 km de course, là, back-à-back, là, fait que c'est un autre vibe. C'est quoi son défi? C'est 4000 à toutes les 4 heures pendant 48 heures. Wow! Fait que la beauté de la chose, c'est que tout le monde peut le faire. Tu n'es pas obligé de courir. Si t'as trop mal, tu peux marcher. Tu peux le faire de reculons si tu veux. Fait que je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est juste de sortir de ta zone de confort, puis te réveiller à toutes les 4 heures, aller faire ta course. Fait que je sais que tu vas être en plein entraînement ou peut-être sur le point de partir, mais si tu veux. 4 miles à toutes les 4 heures. Pendant 48 heures. Ouais. Wow. C'est un beau défi. Ouais, c'est un très beau défi que j'ai échoué l'année dernière. Ouais. J'ai échoué d'une manière, mais j'ai grandi personnellement. Donc, je ne l'ai pas vraiment échoué, c'était le faire. C'est que m'avait donné des bons mots pour ce jour-là, mais je me sentais très, très mal d'avoir abandonné un coéquipier. C'est un peu ça. Tu le dis bien, c'est que quand on fait des trucs du genre, même si on pense ne pas réussir, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose qui va nous servir pour tout le reste. Donc, passer à l'action, tu le fais une fois. Moi, je me suis déplacé là à Trois-Rivières. Je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Jérémy. J'ai vu des choses que j'aurais jamais vécues dans le monde commun, en fait. Et puis ça m'a ouvert encore plus l'esprit, ça m'a fait évoluer. Puis là, ça te donne le goût, comme toi, de le redonner à quelqu'un d'autre, de donner cette motivation, de transmettre cette énergie que ça m'a procuré à d'autres. Tu dis, hey, Nick, viens la prochaine fois ou viens là pour que un maximum de personnes en profitent. Moi, je t'ai dit ça, je ne cours pas 300 km. Là. Oublie ça. Là. Mais mon chapeau, les gars, pour qu'est-ce que vous avez fait, c'est débile. Merci pour le segment, Dave. Merci, je vous en prie. C'est une belle continuation, une belle discussion. On s'en voit tantôt. Yes, sir. Merci, mon ami.
Wow! J'aime ça le segment, je trouve ça. Habituellement, on a du vin, mais c'est ça aussi. Tu sais, je suis pas un gros abatteur de vin, mais d'apprendre des nouvelles choses, je trouve ça vraiment hot. Tu sais. Puis Dieu sait que dans le vin, ou c'est la même chose dans le whisky, ou des choses, c'est pas une question de se saouler, mais c'est une question d'apprendre. D'apprécier. D'apprécier aussi, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, la prochaine ascension, t'as fait combien de montagnes à date, Charles? Là? Je les ai pas vraiment comptés parce que c'est pas un nombre. Je fais les montagnes qui soulèvent une espèce de passion, qui pique ma curiosité, puis que j'admire. Puis après ça, je me dis, aïe, celle-là, j'aurais le goût de la grimper. Qu'est-ce qui fait dire que tu as le goût de grimper de montagne? Ben, l'an dernier, quand j'ai fait le Mont Everest puis le Mont Lhotse à la suite... Qui est complètement, excuse-moi, je te coupe, mais complètement débile. Tu as fait Everest puis Lhotse tout de suite après. Oui, exact. Ça a été c'est ça, ma plus grande expédition à ce jour. Puis bon, quand on se trouvait sur les sommets, ben, on voyait une montagne iconique, pyramidale, qui est la 5e plus haute montagne au monde, qui est à une 20aine de kilomètres de là, puis qui s'appelle le Mont Makalu. OK. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rêver au Mont Makalu, puis je me suis dit, si j'avais à en faire une autre, j'aimerais faire celle-là. Puis bon, après, je suis revenu, tu sais, je me suis mis à lire sur cette montagne-là. Là, je réalisais que la montagne était plus difficile parce qu'elle est plus technique, donc plus difficile à grimper que l'Everest, plus dangereuse aussi, selon les statistiques, le ratio, dans le fond, de gens qui ont réussi l'ascension versus les décès. Donc là, je me posais la question à savoir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis après ça, j'ai une bonne discussion avec mon Sherpa Renji, avec lequel j'ai fait toutes mes 8000. Puis lui, il parle français? Ou... Non, pas du tout. Mais on a eu une conversation, puis souvent on utilise Google Translate pour se parler. Puis bon, Renji me dit qu'il avait fait l'ascension du Mont Makalu à 5 reprises dans sa vie. Fait que ça m'a mis en confiance. Il me dit que, selon lui, il pense que j'ai les capacités nécessaires. Donc, ça m'a mis en confiance. J'ai décidé d'aller faire l'ascension de cette montagne-là. Puis là, maintenant, je me prépare. Puis ce qui restera vraiment à faire, c'est d'être chanceux. Ça va prendre la chance. Je le cache pas. Je m'en vais pas là-bas avec le torse bombé puis en me disant que c'est sûr que je vais réussir. Là. Je m'en vais là avec l'humilité que je dois avoir. Puis j'aborde ça. C'est un grand défi, mais que je décortique en journée, en fait. C'est une journée à la fois. Puis c'est comme ça que je réalise ces grandes expéditions-là. Puis c'est comme ça que tout le monde qui font des grands défis, si je pense à Jérémy qui a fait son 300 km, ben il décortiquait ça à coup de 6 km. Puis au final, ça revient à dire que tout se fait un pas à la fois, puis il faut savoir être patient. Souvent, à mes clients puis à des gens que je côtoie, je pose la question, est-ce que tu sais comment on mange de l'éléphant? Oui, c'est ça. Puis c'est une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, puis après ça... Tu sais, des phrases clichés qu'on peut se dire, il y en a une panoplie, que j'aime beaucoup, que je me dis en montagne, tu sais, quand l'expédition elle dure 1 mois et demi, c'est pas vrai que, tu sais, à chaque jour, tu te lèves puis que t'es la meilleure version de toi-même, là, tu sais, t'en as des mauvaises journées, puis dans la vie, c'est un peu pareil. Puis l'important, c'est pas être bon tout le temps, c'est être bon quand c'est le temps. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. En fait, ça revient à dire que quand c'est le moment de shine, ben là, il faut que tu te présentes, puis il faut que tu saisisses l'opportunité. Tu sais, des opportunités, il n'y en a pas à tous les jours, mais ta responsabilité, c'est d'être prêt, parce que quand l'opportunité passe, il faut que tu la saisisses. C'est débile. Ouais. My God. C'était quoi
parce qu'on parle de l'Everest, je pense que tout le monde parle de l'Everest parce que c'est comme la plus grosse montagne, c'est la plus connue, c'est la plus haute. C'est celle qui a fasciné, qui me fascine encore. Pourquoi? C'est une montagne de par sa prestance, de par aussi toute l'histoire, de toutes les expéditions précédentes, des tragédies qu'il y a eu. Ça contribue à l'aura de l'Everest. Quand on parle de l'Everest, puis des corps qui y reposent, puis ainsi de suite, les films qui ont été faits sur l'Everest, c'est sûr que c'est une montagne qui va toujours rester particulière. C'est une montagne où il y a le plus de morts? Ou? Le plus de décès parmi les 8000 en nombre, c'est sûr que c'est elle qui en a eu le plus. 8000? Parmi les montagnes de 8000 mètres. Il y a juste 14 montagnes de 8000 mètres dans le monde. Wow. En termes de nombre, le chiffre, oui, l'Everest, c'est là où il y en a eu le plus, mais en termes de pourcentage, l'Everest, c'est pas la plus dangereuse. Là. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Puis t'as-tu fait la plus dangereuse au monde? Ou? Non, la plus dangereuse, il y en a 3 qui sont pas mal dangereuses. C'est Annapurna, Nanga Parbat puis K2. Ouais. Dans quel coin, ça? Annapurna est au Népal, puis Nanga Parbat et K2 sont au Pakistan. Ouais. Puis ils sont dangereuses? Ils sont dangereuses à cause de la particularité de la montagne, puis les statistiques disent qu'ils sont plus dangereuses que d'autres, mais souvent, c'est que les montagnes sont friables. Donc, il y a souvent des chutes de roches. Puis ça, c'est comme s'en aller dans un champ de mine. Tu avances, puis tu reçois une roche. C'est terminé. Que tu ne vas pas venir, c'est ça, c'est terminé. Donc, ça ajoute au danger. Après ça, il y a des montagnes qui sont plus stables, qu'il y a moins de... T'as-tu un brief avant de monter dans la montagne pendant une couple de jours dans la salle de classe ou c'est vraiment toi qui fais tes propres recherches? Ouais, c'est plus nous, je dirais, qui font... Okay. Puis une de ces 3 montagnes-là, t'as-tu planifié des faire ou pas vraiment? Non. En fait, c'est que, je me dis, c'est une à la fois. Je peux pas commencer à me dire, il y a un danger là, d'associer à ça. Je suis pas là pour vous dire que je m'en vais là, que tout est rose, puis il n'y a pas de danger. Il y a un danger réel là, d'aller faire l'ascension du mont Makalu. Fait que je me concentre sur celle-là, puis après ça, c'est pas dit que dans ma vie, je n'irai pas au Pakistan, exemple, mais je sais pas si ça sera pour le K2. Là, je pense que le mont Broad Peak m'intéresse beaucoup aussi. Là. OK. Ouais. Puis là, tu te prépares pour quelle montagne? Makalu. Makalu, c'est dans quel coin, ça? Au Népal. OK. Ouais. Il y a beaucoup de montagnes, dans le fond, dans le Népal. Oui, mais dans le fond, la chaîne des Himalayas, ça sépare le Népal et la Chine. Puis ça traverse l'Inde et le Pakistan aussi. Wow. Donc, parmi les 14 montagnes de 8000 mètres, il y en a 7 qui sont au Népal. Shit. 5 qui sont au Pakistan, puis il y en a 2. Il n'y en a pas au Québec? Non, il y en a 2 qui sont au Tibet. Ouais. Moi, j'ai monté le Mont-Saint-Grégoire. OK. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, ça va pour dire c'est des blagues, là, mais j'admire tellement ce que tu fais. C'est débile, puis c'est drôle parce que on dirait depuis que je suis jeune, pour moi, de dire un jour, je vais réussir de grimper l'Everest. C'est vrai, ça fait longtemps, pas parce qu'on se parle aussi aujourd'hui, parce que pour moi, c'est comme un accomplissement physique de dire « Hey, t'es au-dessus du monde, genre. » Puis ça a toujours été pour moi, mais là que c'est un peu moins cher que je pensais, je vais peut-être précipiter mon objectif, mais je trouve ça débile de parler à quelqu'un qui l'a fait puis qui continue de le faire jour après jour. Tu sais, ça part d'une volonté, en fait. C'est que si t'as ça comme volonté, comme toute chose dans la vie, puis après ça, que tu mets ça en priorité dans ta vie... Ouais, c'est ça. Les choses vont arriver. Là, c'est ça le segment que j'ai de la misère, par contre, de le mettre en priorité présentement. Puis je sais que c'est des excuses, mais veux dire, ça prend combien de temps pour te préparer à monter? C'est beaucoup d'heures de sacrifice, d'entraînement, même ton voyage pour partir, c'est quoi, 1 mois? C'est 2 mois à peu près le voyage dans l'ensemble. Mais au-delà de l'entraînement, je pense que ça serait pas responsable de vous dire que ça prend pas une certaine expérience. Là. Parce que c'est un peu ce qui contribue au trafic sur l'Everest, c'est qu'il y a des gens un petit peu moins expérimentés que d'autres. Donc, je pense que bien faire les choses,
c'est de faire quelques montagnes dans une certaine courbe progressive, là, de goûter à la haute altitude. Moi, j'avais fait le mont Aconcagua en Argentine, presque 7000 mètres. Puis après ça, j'étais allé faire mon premier 8000, le mont Manaslu. Donc ça m'avait vraiment formé avant d'aller sur Il y en a-tu l'Everest. que tu as monté les montagnes, puis il y avait du monde à qui tu montais? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais ça, toi? Tu n'étais pas assez expérimenté ou... En fait, oui, tu peux te dire ça, mais le jugement peut être facile. Jamais je me suis dit, t'as pas d'affaires ici. Ouais. Je me disais plutôt, cette personne-là, elle a peut-être une moins bonne journée, puis c'est peut-être moi demain qui va avoir la moins bonne journée. Parce que quand tu dors en altitude, t'as pas toujours un bon sommeil récupérateur. Ah oui. Ça se peut que tu te réveilles, puis le lendemain, t'es flat, t'as pas de jambes. Il faut marcher pareil, fait que c'est pas... ouais. C'est quoi la plus grosse leçon que tu as appris avec toutes tes ascensions? Je dirais de rien prendre pour acquis. Je pense que dans la vie, il faut pas se projeter trop loin. Ça prend une espèce d'équilibre de rien prendre pour acquis, qu'on va être là tout le temps. Il faut embrasser l'instant présent, je pense. Incroyable. Ouais. On disait que monter une montagne, c'est un travail d'équipe. As-tu une équipe autour de toi ici au Québec là, qui t'aide dans ta préparation? Je veux dire, ta famille, des choses comme ça? Ou? C'est ça, il y a un entourage. C'est sûr que, dans la famille, là, ma mère qui m'aide beaucoup, qui est ma fan numéro 1. Puis après ça, j'ai tout un entourage de personnes avec qui je vais travailler certains aspects, des 5 compagnons d'entraînement. Ben, c'est un entourage qui est important parce que c'est motivant de s'entraîner avec des gens toujours tout seul. C'est moins motivant. Après ça, j'ai mon coach Guillaume qui est une ressource hyper importante dans mon parcours depuis le début. Donc, c'est sûr que j'ai un bon entourage ici comme à la montagne. Ouais. Complètement incroyable. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut monter une montagne? Je saute beaucoup du coq à l'âne, mais parce que quand je te parle, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut monter une montagne sans avoir un Sherpa ou est-ce que c'est possible? Ben, en réalité, les Sherpas, c'est une communauté au même titre que nous ici, on a les Premières Nations au Québec. Mm-hmm. Ben, la communauté Sherpa, c'est une communauté qui sont au Népal. Après ça, tu as les Tamangs, tu as plein de communautés. Donc, les Sherpas, les petits-enfants sont Sherpas, les grands-parents sont Sherpas, tout le monde est Sherpa. Et puis, cette communauté-là, historiquement, est reconnue pour avoir des aptitudes physiologiques pour s'acclimater à l'altitude. Donc, eux, souvent, sont nés à 3-4 000 mètres d'altitude, ils ont le sang plus épais, ainsi de suite. Ils ont des cages thoraciques plus grandes. Ah, ouais. Donc, sont prédisposés. Donc, les Sherpas, c'est propre au Népal. Je comprends. Donc, quand on va au Népal, on va parler d'un Sherpa. C'est le guide, c'est la personne avec qui on travaille, avec qui on grimpe. Donc, dépendamment du pays, pour répondre à ta question, c'est que dépendamment du pays que tu vas faire ton ascension, ben tu auras un Sherpa ou pas. Si tu vas au Népal, tu vas avoir un Sherpa. Si tu vas en Argentine, au Pérou ou en Bolivie, ben là, tu vas avoir un guide de montagne, tout simplement. Mais est-ce que ça en prend un pour monter? Mettons l'Everest, est-ce que ça t'en prend absolument un? Ou? Oui, en fait, ça serait vraiment téméraire puis audacieux de s'aventurer sur ces montagnes-là, sur toutes les montagnes, en fait. Je pense que c'est très judicieux de s'entourer de personnes qui ont déjà gravi cette montagne-là avant de toi-même te lancer sur la montagne. Lui, il dit, mettons, tel spot il est plus dangereux, puis ici. Oui, ils connaissent bien la montagne. Tu sais, je repense à quand on a traversé le Khumbu Icefall. Ça, c'est l'endroit entre le camp de base puis le camp 1 où il y a toutes les crevasses, les échelles qu'on voit. Ça doit faire peur. Ça, il y a des zones qu'on est exposé aux séracs. Les séracs, c'est des blocs de glace gros comme des immeubles. Le Sherpa, lui, il va te dire, OK, à tel endroit, ici, on peut prendre une petite pause. C'est plus sécuritaire. Ouais. Mais toi, tu pourrais pas comme deviner ou savoir que cet endroit-là
est plus sécuritaire. Donc, l'importance d'être avec ces gens-là est capitale. Tu sais, ils sont là pour te protéger, s'assurer que tu es en sécurité, mais aussi sont là pour t'aider avec l'équipement. Donc, dans les rotations, ils vont traîner beaucoup plus de matériel que toi pour emmener ça dans les camps supérieurs. Ils font une job incroyable. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, jamais j'aurais réussi à faire l'ascension des 3 montagnes de 8000 que j'ai fait sans Renji. Ça, c'est sûr. Et lui, je pense que tu avais déjà dit en entrevue que c'était un très bon Sherpa. Ouais, c'est un des... Moi, j'ai la chance d'avoir un des plus expérimentés. Il a fait 27 montagnes de 8000 mètres. My God. Fait que c'est assez impressionnant. C'est toi qui l'as choisi, tu as fait tes recherches à savoir, moi, je veux lui? Écoute, c'est le hasard de la vie qui a fait en sorte qu'on se rencontre. Mais ensuite de ça, après avoir fait la première, ben là, tu sais, je voulais revoir le même. Puis aujourd'hui, en pensant aller à mon 4e 8000 mètres, ben là, c'est sûr que je veux avoir Renji avec moi. Tu sais, on a développé une complicité, les deux ensemble. Puis souvent, on se regarde, puis juste avec le regard, on n'a même pas besoin de se parler. On sait si c'est le temps de prendre une petite pause ou de continuer. On sait, tu sais, on communique comme un vieux couple, là, wow. En réalité. Ouais. Puis vous parlez même pas la même langue. Non, c'est ça, on parle pas la même langue. Fait que, non, c'est un grand privilège d'avoir ces gens-là avec nous, puis c'est indispensable. C'est indispensable pour réussir. Puis là, ta prochaine montagne, tu as un guide aussi pour monter ou? C'est Renji. C'est Renji encore? Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, puis lui doit être content aussi de non, Renji, c'est sûr qu'il est content. Puis tu sais, aussi, les Sherpas, c'est des gens qui sont bien rémunérés. Là, ils aiment ça, faire de la montagne, mais c'est aussi pour eux une façon de faire beaucoup de sous. OK. Si je parle en dollars canadiens, là, c'était le salaire de Renji pour Everest, là, c'était 18 000 canadiens, son salaire de base, plus un 6 000 là, de pourboire. Fait que pas tout à fait 2 mois, il a fait 20 quelques mille. C'est beaucoup de sous. Pour eux autres, c'est... pour nous autres, c'est beaucoup, mais pour eux... même pour nous, c'est énorme. Ouais. Donc, pour eux, ça fait une différence énorme dans la vie de ses proches. 2-3 ans de salaire pour le Népalais normal. Un Népalais normal va gagner entre 500 et 1 000 $ américains par année. Donc, par année? C'est incroyable. C'est complètement démesuré ce que les Sherpas vont gagner à faire ce type d'expédition-là. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'ils risquent leur vie. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Lui, je veux dire, il doit être habitué de monter. Tu l'as-tu vu des fois qu'il était fatigué? C'est sûr. C'est des gens qui ont 2 bras, 2 jambes, pareil comme moi et toi. Donc, c'est des choses qui arrivent, qu'ils soient plus fatigués, qu'ils aient des moins bonnes journées, qu'ils aient la grippe, qu'ils soient plus faibles une journée. C'est pour ça que ça prend, pour réussir en équipe, ça prend un synchronisme. Il faut que Renji et moi, la journée du sommet, que ça se passe bien pour les deux. Puis mettons la journée du sommet, puis après ça, on va passer à un autre segment qui est super intéressant. Mais la journée du sommet, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quelle heure vous explique-moi, dans le fond, à partir du moment où tu dis « go, on le fait », qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quelle heure tu pars? Comment est-ce que tu te rends en haut? Quand tu fais le sommet de push, c'est plusieurs jours, un à la suite de l'autre. Okay. Puis là, tu dors pas bien, tu dors des 5-6 heures par nuit. Puis là, tu enfiles tes journées. Puis là, quand tu arrives au camp 4, en fin de journée, bien là, tu vas te coucher pendant 3 heures. T'es tellement stressé, tu sais, t'es comme la veille d'un marathon que tu dors pas du tout, là. Ouais. Fait que tu pars, il est 9 heures. Puis là, pourquoi qu'on monte la nuit? C'est que la montagne est plus stable, elle est plus froide. Donc, il y a moins de risque d'avoir des éboulements ou peu importe. Okay. Fait que on part la nuit, on fait l'ascension toute la nuit, puis on arrive le lendemain. Généralement, ça donne comme ça, mais on arrive à peu près le lendemain au lever du soleil ou juste après. Donc, c'est quand même long. Puis cette distance-là est combien? La distance, c'est pas vraiment ce qu'on regarde. On va regarder surtout le dénivelé. Le camp 4, il est à 7 950.
Puis l'Everest, c'était 8850. Donc, ça te fait un 900 mètres de dénivelé. 900 mètres de dénivelé pour n'importe quel randonneur qui a l'habitude d'aller faire de la randonnée, c'est pas un dénivelé qui est important, mais avec cette altitude-là, les conditions, l'équipement, les bottes, c'est assez lourd avec les crampons. C'est une journée qui est vraiment éprouvante et exigeante. Puis là, tu es avec le masque à oxygène. Donc, tu arrives le lendemain matin, puis c'est ça, on a eu la chance d'avoir un magnifique lever de soleil, puis on est resté là parce que la météo était stable. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui te traversent. Puis après ça, là, c'est l'heure de la descente, puis de rester... Fait que combien de temps tu restes au sommet? On est resté au sommet à peu près 45 minutes. Quand même. Oui, c'est un privilège énorme, là. Normalement, c'est entre 5 et 12 minutes, là, je dirais. Puis tu prends des photos pendant ce temps-là ou t'as pas le temps de faire ça? Pendant quand t'es au sommet? Le 45 minutes, écoute, j'en ai pris une puis un autre, tu sais, quand t'arrives. Puis après ça, tu lâches ton téléphone puis t'apprécies. C'est ça. T'as le temps d'apprécier le moment, là, puis t'es attaché pendant tout ce temps-là? Ou? Ouais, tout le long, on reste attaché. Il y a comme une ligne de vie qui est fixée sur la montagne. Okay. Donc, on reste toujours attaché parce qu'un accident est si vite arrivé. Là. Puis là, 45 minutes passent, c'est le temps de redescendre. Ouais. C'est plus dur de monter ou de descendre? Là, t'as la fatigue. C'est sûr que tu n'as plus l'adrénaline d'aller rejoindre le sommet. Fait que c'est sûr que la descente est super éprouvante. Est super éprouvante sur le plan physique. Mais on savait que ça faisait partie de... quand tu es au sommet, tu as juste fait la moitié du chemin. Donc, ça s'est bien passé. On est redescendu au camp 4. Puis là, on est arrivé comme en fin d'après-midi. Puis mon partenaire, Louis, mon ami français avec qui j'ai fait beaucoup, beaucoup d'ascensions, on se regarde, puis on commence à parler du Lhotse. On s'était dit, on verra après l'Everest si on va faire le Lhotse ou pas. Ouais. Puis on s'est dit, si tu y vas, je vais. Si tu le fais, je le fais. Ouais, c'est ça. Fait que on s'est répondu ça tous les deux. Fait que finalement, on s'est recouché quelques heures à peine, puis on est reparti. C'était-tu un exploit comme mondial de faire ça back-à-back ou? Un exploit mondial, c'est sûr. Ça n'a pas dû être fait des centaines de fois non plus. Là. C'est de quoi que c'était pas fait beaucoup. Dans le monde, là, c'est de quoi qui avait justement arrivé à peu près une centaine de fois au niveau mondial là, de faire Everest et Lhotse un à la suite. Moi, je sais que je suis le 6e Canadien à l'avoir fait dans l'histoire. Fait que c'est un peu... pour un gars bien ordinaire, c'est un peu fou de penser que ça devient... T'as fait de quoi d'un peu extraordinaire. Fait que j'ai trouvé ça... T'es un gars ordinaire parce que t'es extrêmement humble, mais t'es extraordinaire dans ta façon de penser puis de ton mindset puis de tes accomplissements. C'est sûr que c'est des accomplissements qui sont extraordinaires, mais c'est une question de vouloir le faire. Moi, j'ai voulu le faire, puis après ça, j'ai fait les choses par étapes, un pas à la fois, puis là, je suis là aujourd'hui. On est à jaser à notre podcast. Incroyable. Pour vrai, tu m'inspires tellement. On va passer au prochain segment, c'est des questions flash. Parfait. OK, fait que je te pose les questions, tu réponds le plus rapidement possible. Parfait. On a 2 minutes pour les faire, puis on aime ça. On espère que ça va bien aller. On passe ça? 1, 2, 3. Ton sommet le plus marquant? Lhotse. Ta plus grande peur en altitude? Mourir. La montagne que tu rêves encore de gravir? Encore une autre fois? Ouais. Denali. Ton plus grand moment de fierté? Je dirais quand j'ai fait la levée de fonds d'Opération Enfant Soleil dans le cadre de mon ascension de l'Everest. Avec les donateurs, on avait réussi à amasser 150 000 l'année passée. Ça, c'est de quoi que je pense que je vais être fier toute ma vie de ça. Ouais. Incroyable. C'est drôle parce qu'avant l'émission, puis on va revenir au segment, mais avant l'émission,
On fait toujours une petite prière de l'entrepreneur avec l'équipe. Puis aujourd'hui, on parlait de laisser le monde dans un meilleur endroit qu'on l'a trouvé, tu sais. Fait que je pense que t'es vraiment bien marqué avec tes accomplissements, mais aussi tes levées de fonds que t'as faites pour Enfants Soleil. Fait qu'on part. La personne qui t'inspire le plus? Roger Federer. Roger Federer. Ouais. OK, pourquoi? Écoute, c'est mon idole depuis que je suis jeune. Tu joues au tennis? Ouais, okay, ça a été mon sport de jeunesse de tout le temps. Puis, je sais pas, j'aime ce qu'il est, tout simplement. Ouais. Puis, j'écoute aussi des podcasts qu'il a fait. Puis, le message qu'il véhicule, ça me rejoint beaucoup. Incroyable. Ton why à toi, Charles, c'est quoi? Mon why à moi, je pense que c'est de faire une différence dans la vie puis dans celle des autres à mon échelle à moi. Sur quelle musique t'entraînes-tu pour te motiver? Pour me motiver, écoute, je sais pas, ces temps-ci, je suis pas un grand fan de rap, mais ces temps-ci, quand je vais courir, j'écoute parfois du Eminem, puis je trouve que c'est motivant, ouais. Ben oui, il y en a tellement des classiques. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense que le conseil de rien prendre pour acquis, c'est un des bons conseils que j'ai eu. Facebook, Instagram ou TikTok? Maintenant, je dirais plus Instagram. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, allez suivre son contenu. Il est débile. Vraiment du contenu. Écoute, j'ai posté en story là, pour la promo un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Puis la vidéo, ce que tu as les larmes aux yeux au sommet. C'était quelle montagne, ça? Manaslu. Pour vrai, ça a éprouvé tellement des sentiments à l'intérieur de moi de regarder ça. Là, c'est deep. Là, on vivait avec toi le moment. Fait que allez le suivre sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? Je pense que c'est de voler comme un oiseau. Là. Ouais. Ça irait pas mal mieux à avoir tes contacts. Moi, ça aiderait des fois. Si tu devais donner tout ton argent à juste une cause, laquelle ce serait? Enfants Soleil. Enfants Soleil. Dernière question. Pour toi, la plus grande injustice au monde, c'est? La maladie. Ouais. Ouais. Vraiment, on n'a pas le contrôle. On a le contrôle, oui puis non, là, mais... Ouais. Wow. T'as bien répondu. On a bossé le timing, mais c'est pas grave. On a eu des super bonnes réponses. Et puis là, on va embarquer tout de suite dans l'autre segment. On fait pas ça back-à-back habituellement, mais on a la question corsée. OK. Fait que là, les questions que je viens de te poser, je les savais. Mais là, la question corsée, c'est un mystère. Fait que je te laisse piger, lire la question. Parfait. Puis si t'as pas le goût d'y répondre, c'est correct aussi. Ah là, ouais? Je vais essayer d'en pogner une pas trop corsée. Si demain, tu n'avais plus la capacité de grimper, comment réinventerais-tu ta vie? Ben, en fait, tu sais, pour moi, grimper, là, c'est pas l'essence même de ma vie. Donc, si je pouvais plus grimper, j'aurais pas besoin de réinventer ma vie. Je pense que, comme j'ai dit, je suis d'abord et avant tout quelqu'un de curieux. Donc, je pense que je ferais en sorte je serais curieux d'une autre façon, tout simplement, en explorant des nouvelles passions, des nouvelles choses, d'apprendre. Je pense qu'au final, on est ici juste pour ça, hein, tu sais, apprendre, observer, puis... Mais y a-tu d'autres choses qui te passionnent? Ben, en fait, j'ai tout le temps dit... Moi, j'ai jamais fait de voile. Je pense que j'ai embarqué sur un voilier 2 fois dans ma vie, puis on n'avait pas mis les voiles. Puis j'ai tout le temps dit qu'un jour, j'aimerais ça apprendre à faire de la voile. C'est des choses qui me passionnent, puis tu sais, ben, en fait, qui m'intriguent, que j'aimerais explorer. Puis je sais pas, tu sais, ça se peut que j'en fasse 2 fois, puis que j'aille le mal de mer, puis finalement, tout tombe à l'eau. Donc, je pense juste que il faut avoir cet esprit-là de vouloir découvrir des nouvelles choses. Puis à un moment donné, je pense qu'on peut tomber sur des choses qui deviennent des passions, puis qui nous permettent de nous découvrir puis de nous dépasser. Mm-hmm. Ouais.
qui est en fait l'essence même, je pense, de mener une vie accomplie. Tu sais, comment est-ce que tu vas te sentir, mais que les lumières se ferment, tu sais? À la fin, je pense qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir dire que Charles, il n'a pas vécu sa vie au maximum. Ouais, tu parles d'Instagram. L'autre fois, j'ai vu une vidéo, puis ça disait le but de la vie, c'est que le petit garçon de 8 ans, la version de toi-même du petit garçon de 8 ans, puis la version de toi-même du monsieur de 80 ans, si tu es capable de rendre fier ces deux personnes-là, tu vas avoir réussi. Puis je pense que... Je sais pas si je l'exprime comme il faut, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense que ça va être satisfaisant si ces deux personnes-là sont fiers de nous. Fait que suffit juste, je pense, d'essayer de vivre nos rêves le plus possible, puis donner le meilleur de nous-mêmes dans tout, puis de vouloir faire une différence, puis je pense qu'on va être fiers au bout. Incroyable. Tu m'inspires. T'as tellement bien répondu que j'ai le goût d'en faire un autre. Attends-tu? Un autre, t'as le goût, j'en pogne une plus corsée. T'es bonne pareil, là. OK, je vais t'aller. T'es prête? Ouais. Bah, je suis pas sûr que je l'aime tant que ça, là, mais... Tu peux en piger un autre. On en pige un autre, OK. Bon. OK, on va en poser, parce que là, on la jettera pas, mais tu t'as dit un peu la mort tantôt, mais mis à part la mort, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Ben, tu sais, en réalité, la mort, là, ça, je n'ai pas vraiment parlé souvent dans dans les entrevues, podcasts que j'ai fait. Mais c'est un processus normal pour n'importe quel alpiniste ou n'importe quelle personne qui participe à des épreuves risquées. Puis, tu sais, après ça, il y a comme un processus d'acceptation au travers de ça. Tu sais, c'est d'accepter que ça se peut que ça arrive. Mm-hmm. Moi, je l'ai accepté dans le sens que je me dis, si je meurs, ben au moins toute ma vie d'avant, je vais avoir vécu une belle vie, puis à fond. Mais j'ai accepté que ça se peut que ça arrive. Mais moi, je me dis, si ça arrive, après une couple de minutes, je m'en rendrai plus compte. Non, mais le pourquoi j'ai peur de ça, c'est pour les gens que je laisserai en arrière. Tu sais, je pense à ma famille, à mes proches. Tu sais, ces gens-là, ils sont pris avec mes décisions, puis c'est là que je me trouve égoïste. Tu sais, il ne faut pas se tromper dans ce que je dis. Je dis pas je m'en vais là pour mourir. J'adore la vie, mais je suis serein avec l'idée que ça peut arriver. Ouais. Mais j'ai peur de la mort, surtout pour l'impact que ça laisserait dans la vie de ceux que j'aime, tout simplement. C'était la même affaire quand j'ai déployé à l'Afghanistan pour pendant 10 mois, puis c'était la même chose. J'étais prête à ça. Puis en allant là-bas, c'est quelque chose que je me disais, bon, on s'en va pas là pour ça, mais ça pourrait arriver. C'est ça, c'est un processus d'acceptation. C'est que dans le fond, tu viens qu'à être capable de gérer le risque qui vient avec ce que tu fais. Ouais. Je te comprends à 100% là-dedans. On en vient quasiment déjà à la fin de l'émission. On a un petit quelque chose pour toi. Okay. Mais il faudrait que je te pose la question, bleu ou vert? Bleu. Bleu? Ouais. OK. Notre sommelier va t'amener un petit quelque chose. Fait que ça, c'est un peu gros pour mettre dans ton pack-sac, mais tu vas pouvoir tu vas pouvoir le prendre pareil, mais je vais te donner aussi un T-shirt tantôt. Parfait. Que tu vas pouvoir mettre dans ton pack-sac parce que je veux vraiment, puis on en reparlera là, pour un segment de commandite. Mais je vais porter ça avec grand bonheur. Ben, yes sir, je suis content. T'es une sorte d'inspiration complètement incroyable. On parlait de la source des 5 personnes un peu avec qui tu te tiens, puis tu veux dire, n'importe qui est heureux et chanceux de t'avoir dans son environnement. Tu m'inspires. Au niveau entrepreneurial, au niveau de dépassement de soi, c'est une cause, le dépassement de soi, puis d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes qui me tient particulièrement à cœur. Puis je pense que t'es l'essence même de ça. Fait que continue à faire ce que tu fais, man. C'est complètement
complètement débile. Je sais que ça va inspirer des gens qui nous écoutent, puis j'aimerais ça qu'on se fasse une autre rencontre à mener. J'aimerais ça aussi qu'on... là, je sais que tu es en préparation, mais j'aimerais ça aller monter une montagne avec toi. Là, tu sais, moi un peu, là, parce que là, moi, une grosse montagne. J'aimerais ça. J'ai pas fait aux États-Unis, là. C'est quoi les... je vais faire souvent le Mont Washington, mais surtout pour l'espèce de climat difficile qui est là-bas. Tu sais, j'essaie de reproduire un petit peu les conditions que je peux vivre sur la haute montagne. Puis ici, on est chanceux pour ça. Les White Mountains, c'est vraiment réputé pour être des montagnes difficiles en hiver. Quelqu'un de pas préparé comme moi pourrait le faire ou pas vraiment? Tu sais, c'est dangereux. Il ne faut pas sous-estimer. Il faut se préparer, il faut s'informer. Puis, c'est sûr que de s'entourer de gens qui sont déjà allés, qui connaissent les voies, c'est la meilleure façon de faire. Ben, je vais me préparer, puis si c'est pas cet hiver, ce sera cet été, mais j'aimerais vraiment ça monter de bataille avec toi. Je suis sûr que David va vouloir venir aussi. Ah oui, c'est certain. On pourra faire vivre l'expérience dans le coin. Là, tu peux être certain que quand c'est amateur, là encore, moi je suis pas... Au pire, on se mettrait une tente dans ce sac à dos, puis on passerait la nuit sur la montagne. Vous allez être capable de faire ça dans une journée. Ah ouais? Ah ouais, je suis pas inquiet. OK. Ça coche. Fait que merci encore. Qu'est-ce qui s'en vient un peu pour toi? Où est-ce qu'on te trouve? Là, on a parlé de montagne. Pour les gens qui veulent donner une commandite aussi pour Charles la prochaine montagne. Ben, en ce moment, je fais pas de sollicitation pour des commandites. Mais si les gens ils veulent suivre mes prochaines aventures, c'est sûr que Instagram, c'est la plateforme où je suis le plus actif. Donc, charles.page.aventurier, je pense que c'est là que... Trop facile. C'est là que ça se passe. That's it. Ben, merci encore. Allez tout le suivre. Et puis, on vous laisse sur des segments du prochain épisode. Merci, Charles. Merci, Nick. Yes, sir. Même si le temps passe vite puis la vie est courte, à un moment donné, là, t'as le temps. Là. Fais des expériences à gauche, à droite, puis à un moment donné, tu vas te retrouver puis tu vas être là comme « Aïe, aïe, moi, je trippe, là. » Puis, à un moment donné, là, si t'as une petite tentation, une petite envie de faire quelque chose, écris-le tout de suite. Mets-le dans ton agenda, bloque ton temps, prends le téléphone, fais l'appel, fais un move tout de suite. Y a-t-il du monde qui ont peur de perdre quelque chose à travers ça? Puis souvent, c'est là qu'elle est la résistance. C'est là que ça se cache.